sans plus tarder avec Jean-Baptiste Guglielmine, excusez-moi, Senior Systems Engineer de Cyber-Reason et qui va nous faire une démo simulation d'une cyberattaque. C'est à vous, merci. Bonjour à tous, je suis impressionné, il y a beaucoup de monde. Allez, on va commencer tout de suite. Donc, je vais vous faire un agenda rapide. Présentation de Cyber-Reason rapide. Démonstration d'une cyberattaque juste derrière. Donc, pour vous parler un petit peu de Cyber-Reason, donc, qui nous sommes? On est une société américaine qui a été fondée en 2012 par 3 personnes qui étaient dans des services étatiques qui faisaient de l'informatique offensive, donc de l'attaque, et qui ont fondé une société dont le but est de retourner l'avantage des attaquants. En fait, de par leur expérience d'attaquant, c'est comment je vais mettre en place tout ce que je connais pour faire de la défense au lieu de faire de l'attaque. Donc Cyber-Reason, c'est majoritairement une solution endpoint. Donc on va avoir des fonctionnalités de type antivirus de nouvelle génération, EDR, qui est le fondement en fait du produit. On va également faire ce qu'on appelle du endpoint control, donc contrôler les clés USB, les périphériques qui vont être sur le poste de travail. Toute une partie de threat intelligence. L'idée, c'est vraiment de mettre à disposition de nos clients, premièrement de la threat intelligence que nous créons, et également leur mettre à disposition un serveur privé sur lequel on peut s'interconnecter, interconnecter d'autres systèmes pour augmenter les capacités de détection de la plateforme avec vos propres indicateurs. On a également une partie de protection des workloads, donc des containers, Kubernetes, et une partie également mobile. Je disais en introduction qu'on est une société majoritairement sur du endpoint. C'est moins vrai aujourd'hui avec ce qu'on appelle de l'XDR. Donc le but de l'XDR, c'est étendre son écosystème au-delà du endpoint. Donc c'est pour prendre des exemples très concrets, c'est comment je vais interconnecter mon workspace de l'Office, Office 365 par exemple, avec la solution endpoint, avec une solution d'identité, et en fait faire un point de détection sur tous ces éléments, et surtout, et principalement de la réponse, donc être capable vraiment d'orchestrer toutes ces choses ensemble. Donc dans ce qu'on supporte comme OS et comme type de déploiement, donc on va supporter Windows depuis XPSP3 jusqu'aux dernières moutures, macOS depuis, si je ne dis pas de bêtises, El Capitan, Linux sur différentes versions, CentOS, Red Hat, Ubuntu, Debian, SUSE Linux, et sur la partie OS mobile, donc Android depuis la version 9 et iOS depuis la version 10, si je ne dis pas de bêtises. En termes de déploiement, on est en fonctionnement cloud par défaut, mais on a également des capacités on-premise. Donc on est capable de s'intégrer dans un environnement même totalement déconnecté. Donc ce que je vous montrerai en termes de capacité de détection dans la plateforme, on les a également en mode on-premise. Ce qui va différencier Cyber-Reason, c'est son mode opératoire en fait. On a toute une partie d'outils de détection qui vont être mis en place. L'idée, c'est bien entendu de toujours bloquer autant qu'on peut ce qu'il est possible de bloquer. Mais on a toujours cette attaque qui va passer les premières lignes de défense et qui va arriver. L'approche de Cyber-Reason, elle est orientée ce qu'on appelle opération. Donc, je vous parlais tout à l'heure de nos fondateurs. En termes de capacité de défense, le postulat qu'ils ont eu, c'était que générer de l'alerte pour de l'alerte, ça n'a aucun intérêt. Par contre, détecter une opération malicieuse sur tout un contexte, corréler les informations de manière simple, les présenter visuellement aux personnes, ça faisait de la valeur et ça faisait gagner du temps. Donc la phase de réponse va en découler, va être beaucoup plus rapide, et la remédiation complète va être également beaucoup plus rapide. J'ai dit que ça allait être rapide la présentation, donc j'espère que ça l'a été. On va passer dans le vif du sujet sur la partie attaque. Donc je vais vous présenter un petit peu le scénario. Donc le scénario, il est finalement assez simple. J'ai une personne qui est assistant RH, qui va recevoir un mail. Et cette personne-là va cliquer, comme beaucoup. Et c'est pas lui la cible finale. La cible finale, c'est la patronne de l'entreprise. Et on va voir un petit peu le cheminement en fait, de ce clic initial jusqu'à la prise de main sur le poste de la présidente et comment on va faire tout ça. Hop, pas merci, pas tout de suite. Donc je suis sur un environnement virtuel. Je vais me mettre plus en plein écran. Donc j'ai ma machine attaquante qui est prête.
J'ai ma machine victime qui est d'autant plus prête. Donc la victime 1, c'est l'assistant RH. La victime 2, ça va être la présidente. Et donc le WinServer 2016, c'est un serveur Active Directory qui est présent également dans l'infrastructure. Hop. Ce qui va nous intéresser, de toute façon, ça va être plutôt entre l'attaquant et la victime numéro 1. Donc comme je vous le disais, je joue un rôle, je suis un acteur aujourd'hui un petit peu. Je suis l'assistant RH, j'arrive le matin. Comme je suis un assistant RH très orienté cybersécurité, je vais sur le site du FIC avec mon browser préféré. Et ensuite, je vais ouvrir ma partie mail. Et là, je vois que j'ai un candidat qui m'a envoyé un CV. Et forcément, ça m'a été envoyé d'une personne de confiance. Je ne vérifie pas forcément d'où ça vient. Et je vais ouvrir le CV. Bien entendu, donc déjà, on a une petite détection qui a lieu. Mais on est en mode détection uniquement, on ne va pas bloquer. Ce qui fait qu'on va pouvoir voir aussi dans la console toutes les étapes. Sinon, ça serait bloqué là et la présentation était beaucoup moins intéressante. Donc, je suis dans le CV. Donc là, je n'arrive pas à le lire. C'est dommage, c'est un super candidat qui m'a été recommandé par une personne très intéressante. Je vais être obligé donc d'activer l'édition et activer le contenu. Jusqu'ici, tout va bien. Il ne se passe pas grand-chose. On voit que nous, on détecte des petites choses derrière. Et si je me mets côté attaquant, en fait, j'avais donc un reverse handler qui était déjà prêt, qui était en écoute pour regarder ce qui se passe. Et ben, il y a quelqu'un qui a cliqué, ça m'a ouvert une session. Et depuis cette session, en fait, je vais être capable de faire plein de choses. Et c'est ce qu'on va commencer à voir. Donc là, je suis sur la compromission initiale, j'ai pris la main. Ce qu'on va faire maintenant, alors j'ai tout scripté pour pas avoir pour tenir le timing, parce que 30 minutes c'était sport. Donc ma première étape, il va se passer plusieurs choses. Donc déjà, je regarde quel utilisateur a été compromis. Donc si tout se passe bien, oh, ça commence bien, je suis pas dans ma session, c'est l'effet démo. On va laisser le script se terminer et on va le relancer en étant dans la session, sinon ça marche beaucoup moins bien. Hop, vous voyez les différentes commandes qui vont être passées. Donc la première chose qui va être faite, ça va être de récupérer l'identifiant de l'utilisateur. Récupérer l'identifiant de l'utilisateur et ensuite je vais aller migrer mon process, donc migrer la compromission initiale qui était présente dans Word vers un process qui a le droit de faire des connexions réseau. Donc un navigateur, c'est plutôt bien pour le faire. Et donc je vais cacher cette compromission initiale dans le Firefox. Et ensuite, je vais scanner un petit peu le réseau pour voir quelles sont les machines autour de moi et prendre des informations sur la machine en tant que telle pour être capable de comprendre est-ce que j'ai des vulnérabilités présentes, est-ce que j'ai des choses qui sont spécifiques. Donc sur cette première étape, réussie, on a la personne qui a cliqué. Maintenant, on va commencer à faire des choses parce que en étant simple utilisateur sur le réseau, je ne vais pas pouvoir faire tout ce que je veux, je ne vais pas pouvoir aller jusqu'à la machine finale. Donc, on va passer à l'étape d'après. On va bypasser l'UAC, donc le contrôle sur Windows, l'exécuter en tant qu'administrateur globalement. Donc je vais bypasser ça, ça m'a ouvert une nouvelle session, donc la session 2. Donc si je regarde pour l'instant, je suis toujours simple utilisateur. Par contre, ce que j'ai fait, j'ai débloqué quelque chose qui va me permettre finalement de compromettre et de gagner en privilège sur mon poste. Donc on va lancer l'étape 3. Et l'étape 3, donc premier élément, je vais monter mes privilèges. Donc on voit ici que je viens de passer autorité système. Derrière, je vais faire ce qu'on appelle de la persistance. Parce que dans l'idée, je viens de compromettre une machine. C'est une bonne chose, mais l'idée c'est de rester le plus longtemps possible dans le réseau, avoir des portes dérobées très faciles. Donc ce que j'ai fait, j'ai créé un utilisateur, ici, qui sera persistant, donc un utilisateur local sur la machine. Ça me permet d'être à même si l'utilisateur change son mot de passe, si des choses arrivent, d'être capable de bouger un petit peu dans le réseau malgré tout. Ensuite, je vais dumper les passwords. J'utilise l'utilitaire Mimikatz qui est assez connu. Donc je vais récupérer un petit peu toutes les informations sur la machine, donc des utilisateurs présents, et surtout je vais récupérer donc les hashes de mots de passe que je vais être capable de réutiliser très facilement. Enfin, je vais faire une dernière chose, afin de me masquer finalement dans le réseau au mieux.
en fait, je vais router tout mon trafic à travers la machine de la première personne qui a été compromise. Ce qui fait qu'en interne, ce qu'on verra, finalement, c'est que Robert il est en train d'essayer d'attaquer tout le réseau. Et on va un peu masquer la source, on va pas remonter toutes les machines vers les serveurs de command and control. On va vraiment essayer de se masquer au maximum. Donc maintenant qu'on a fait ça, j'ai gagné en privilège, je suis dans le réseau. On va attaquer une ressource qui s'appelle l'Active Directory. Et donc c'est là où l'effet démo, non pas encore, c'est là où l'effet démo va arriver dans l'étape d'après. Donc la première chose, ici on va prendre un utilitaire qui s'appelle ADFind. ADFind c'est un outil en fait qui va me permettre d'aller requêter l'Active Directory, aller récupérer de l'information. Donc ici en fait j'ai tout un tas d'informations qui sont présentes sur l'Active Directory. Je vous passe tous les détails, mais j'ai déjà pas mal d'informations qui me permettent en fait de construire mon plan d'attaque. Si on prend des cas d'attaque assez récentes, des groupes d'attaquants en fait vont cibler l'AD pour plein de choses. Prendre le contrôle déjà d'un point central du réseau, mais c'est aussi, ça va permettre à l'attaquant de tenter de se déployer massivement en utilisant les capacités de l'Active Directory par exemple. Si on regarde les attaques type DarkSide par exemple qui ont eu lieu cette année, ils ont un mode opératoire qui est très intéressant. C'est des gens qui vont aller être très silencieux pendant un gros moment, collecter massivement de l'information, être capable de savoir quel est le chiffre de l'affaire d'une société et combien ils vont être prêts à payer la rançon. Et ce travail silencieux en fait arrive à un moment donné. Et quand on doit déclencher l'attaque pour demander la rançon, si j'ai la main sur l'Active Directory, je déploie en masse. Si en plus j'arrive à chiffrer l'Active Directory, ça va causer des dommages un peu importants. Donc c'est vraiment un point très central. Donc, étape d'après, ça va être la 5. On va aller dumper l'AD. Donc c'est là où c'est l'effet démo qui peut arriver à tout moment. Voilà. En fait, cette étape-là, elle est un peu plus complexe. Donc, on va regarder s'il y a directement présent des shadow copies. Donc, si on ne trouve pas la shadow copy, les étapes d'après ne fonctionnent pas. On va récupérer différents fichiers. Un fichier qui s'appelle ntds.dit, qui va être en gros la base de données de l'Active Directory. Et également, on va récupérer le Hive. Donc là, ça a l'air mieux. Voilà. ntds.dit a été copié, on est en train de le récupérer. Et ensuite, on va récupérer le Hive de l'Active Directory, ce qui va nous permettre finalement d'avoir toutes les informations, je dirais, mettre un petit peu de l'Active Directory et de faire des choses derrière. Donc pendant que ça se télécharge, on va faire un petit tour dans la console de Cybereason. Donc quand je l'ai lancé ce matin, on était sur aucune alerte du tout. Je vais réactualiser, on va voir si ça se passe bien. Et normalement j'ai un peu de réseau donc ça devrait marcher. Ah, pas encore. C'est pas encore remonté. Par contre j'ai les deux détections qu'on a vues tout à l'heure qui sont présentes ici. Donc le malware qui a été utilisé dans le fichier doc et c'est une DLL qui a été compromise. On va attendre, ça va remonter derrière dans l'inbox. Ça va arriver. Hop. Donc lui il est toujours en train de télécharger. Donc là, j'ai récupéré mon ntds.dit et mon Hive. Donc là, je suis pas mal. L'étape suivante, en fait, ça va être... maintenant, j'ai pris la main sur un poste. J'ai de la persistance. J'ai en gros l'AD qui est sous mon contrôle. Ce que je vais faire, c'est que je vais déployer... En fait, je vais me déplacer latéralement en utilisant une tâche planifiée sur le poste de la patronne. Donc ça, il faut que je retourne dans la session pour que ça marche. Session 2. Hop. Et donc là, depuis le poste de Robert, je vais créer une tâche planifiée sur la deuxième victime qui va aller récupérer un payload que j'héberge aussi gentiment. Et on va voir sur l'autre écran ici qu'on a déjà des connexions qui viennent du poste de la patronne.
Donc globalement, dans quelques secondes, en fait, je vais récupérer la main sur sa machine. Et du coup, je vais être capable de m'être déplacé très facilement dans le réseau. Alors, une chose aussi que je souhaiterais spécifier, c'est que sur ces attaques-là, tous les outils que j'utilise, mis à part la compromission initiale, sont des outils de Windows. C'est une utilisation en fait détournée d'outils légitimes qui sont faites. Donc les solutions, je dirais, traditionnelles vont globalement mettre en liste blanche tous ces outils, puisque c'est l'outil de l'OS. Donc forcément, ça va pas être malicieux. Allez, on va essayer de voir si mes alertes se sont créées ou pas. Ah, c'est mieux. Alors, je vais commencer à faire le déroulé le temps que... Je pense que c'est même arrivé, j'ai la session 3 qui est arrivée, donc là on est pas mal. Donc, dans les premières choses qu'on a détectées, donc la notion de Firefox. Donc si je vous montre une alerte ici au sens Cyber Reason, je vais voir que sur la machine de Robert, j'ai un process qui s'appelle Firefox sur lequel on a loadé un agent métarpréteur, donc qui est l'infection initiale que j'ai utilisée quand je me suis ensuite déplacé. On voit ici que j'ai eu des connexions réseau qui ont eu lieu. Donc si on veut les voir, elles sont ici. On a également donc toute une vue sur les process. Donc les process qui ont été injectés, on voit que en fait on a compromis un updater.exe qui est passé dans Firefox. Et ensuite derrière on a eu des requêtes DNS que je peux visualiser ici, ou des connexions réseau, donc comme j'ai montré tout à l'heure. Il y a différentes choses, il y a différents types de visualisation par rapport à la caractéristique de l'attaque. Donc comme je disais tout à l'heure, on parle d'opérations malicieuses, tout ne se ressemble pas. Une injection de code, c'est un certain type de visualisation. Un déplacement latéral, c'en sera un autre. Donc je vais vous montrer également, par exemple, celui-ci. On est toujours dans la compromission initiale. Donc là, ça va être la même visualisation, ça va être à peu près le même type de comportement. On est toujours sur la phase d'infection. On a une tentative de vol de credential. Donc c'est ce qui a été fait quasiment au début pour récupérer, pour dumper les passwords. Et si je regarde ici, je vais être capable d'avoir une vue qui s'appelle l'attack tree, qui va me donner en fait un enchaînement d'actions pour essayer de comprendre globalement ce qui se passe. Et donc on va voir ici différentes choses qui se sont passées. Donc si on remonte un petit peu toute la boucle, ici on a Firefox qui a été corrompu. Une des spécificités de Cyber Reason, ça va être sa manière justement de générer une alerte. Si on regarde ici sur la partie Evidence, donc Evidence c'est les preuves en français. On va faire une collecte de preuves qui sont massivement des signaux faibles. Si je prenais ces alertes de manière unitaire, ça ne voudrait pas forcément dire grand chose. Si j'ajoute une suspicion au-delà de ça, donc là dans cet exemple, j'ai une technique 1129 selon le mitre. On voit donc exécution à travers un module qui est blacklisté et chargé en mémoire. Et ici, j'ai différents indices qui vont me corréler cette information. Et donc, si et seulement si j'ai cette corrélation entre une suspicion et des évidences, alors je vais générer une alerte. Ce qui fait qu'en termes, pour un analyste, je ne vais pas être noyé sous 8 alertes, plus la 9e, et essayer de comprendre en fait ce qui s'est réellement passé. Si je descends un petit peu ici dans les différents éléments, donc j'ai un Who am I qui est passé, qui est juste suspect, parce qu'on a cherché à savoir qui on était sur le poste. Le run.DLL ici a été exécuté, et donc sur lequel on a passé différents paramètres. Donc on voit qu'ici il est lié à plusieurs choses. Une exécution de shellcode, la tentative de vol d'identifiant, le métarpréteur, et donc l'attaque, la technique qui s'appelle pass-the-hash, qui permet en fait de passer un hash de mot de passe d'un utilisateur d'une machine à une autre sur le réseau. Donc hop, je vais cliquer sur l'attaque pass-the-hash. Donc vous voyez que la visualisation est un petit peu différente. J'ai une machine d'un côté, une machine de l'autre, et l'identifiant qui est passé. Donc là on voit aussi le process run32dll qui est exécuté, encore une fois process de l'OS. J'ai mon identifiant utilisateur, et j'ai une timeline sur la vue aussi de l'incident que j'ai pas forcément évoqué tout à l'heure, avec ici la première exécution du process, la première machine qui a été compromise, et ensuite les différents comportements malicieux. Donc là, Mimikatz, ici donc l'injection du shellcode. Ensuite, on a le module blacklisté,
Et enfin, le passillage qui a été détecté avec la suite d'événements. Et enfin, on va voir que ici, le passillage a été réalisé. Et ensuite, j'ai une deuxième machine qui va être compromise. Et là, dans ce cas-là, ça va être l'Active Directory. Hop. Alors, une chose que je ne vous ai pas montré, c'est la manière de visualiser toutes ces alertes. En fait, la manière de montrer toutes ces alertes chez Cybereason va suivre le cycle de vie d'une attaque. Donc, je vais avoir de la phase d'infection jusqu'à la phase à droite, qui sera soit de l'exfiltration de données, soit du ransomware. Donc en gros, plus mes points en fait vont être sur la partie droite, plus je vais être tard dans le cycle de l'attaque. Plus le cercle va être gros, plus je vais avoir de machines qui vont être affectées ou infectées. Et plus il va être clair, plus l'attaque sera récente. Donc si je prends par exemple ici le mouvement latéral, c'est le passillage, je sais que j'ai 2 machines. Sur toutes les autres, on est plutôt sur de la machine unique. Donc on a bien avancé. Maintenant, il nous reste plus grand chose à faire. J'ai donc une nouvelle session qui s'est ouverte suite à la tâche planifiée sur le poste de la patronne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une session numéro 3 sur le poste de la patronne. On va faire la commande getUID pour voir quel niveau de droit j'ai. Donc je suis autorité système, encore une fois. C'est le fait d'avoir pris la main sur l'Active Directory, d'avoir dumpé les passwords, etc. J'ai gardé mon niveau de privilège sur la machine de la patronne. Je vais taper la commande sysinfo pour voir sur quel OS elle est. Ça fait un petit moment qu'elle a son ordinateur, elle est encore sur Windows 7. Il y a pas mal de vulnérabilités. Donc à partir de ce moment-là, j'ai potentiellement plein de cas d'usage possibles. Le premier, c'est exfiltrer de la donnée, aller rechercher sur son disque des documents prouvant tout un tas de choses financières, par exemple, ou personnelles. Ça dépend de la motivation de l'attaquant et de ce qu'il veut en faire. J'aurai pas le temps de vous démontrer tout ça aujourd'hui avec le timing un peu court. Mais disons que c'est dans cette phase-là que va se passer l'exfiltration de données. On a la personne d'importance, on va chercher ces données sensibles et on va tenter de les exfiltrer. Plusieurs manières de le faire. Un des exemples qu'on peut voir, c'est du tunneling DNS, par exemple, parce que le DNS va être souvent autorisé, ou alors uploader des informations sur un site plutôt bien connu. On peut imaginer vraiment plein de choses à cette étape-là. La dernière étape qu'on va réaliser sur cette attaque, c'est en gros effacer ses preuves, effacer ses traces, ou en gros faire un peu de bruit pour essayer de détourner l'attention. On va lancer un ransomware. Sauf que ce ransomware-là, en fait, il est fileless. C'est-à-dire que je vais utiliser PowerShell et je vais aller commencer à chiffrer les postes sur l'ordinateur de la patronne. On va essayer de s'y connecter rapidement. Il y a une notification qui est passée un peu vite, mais en gros, on l'a bloquée. Ici, on voit que sur le PSware, on n'a pas d'exécution, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, c'est parti. Je ne l'ai pas mis en suspension, donc en fait, il est parti complètement. Hop. Si voilà, le ransomware a été détecté, mais j'ai pas pris d'action pour le bloquer spécifiquement. Donc si je reviens ici dans mon dashboard, on devrait avoir, si tout va bien, rapidement une alerte qui va remonter sur la partie ransomware et sur la partie fileless, et je vais pouvoir vous montrer aussi les capacités du coup sur la partie PowerShell. Ça va être sûrement dans les malwares alertes. Voilà. Donc j'ai 2 malwares qui nécessitent de l'attention, qui sont sur la machine de la CEO et qui ont utilisé en fait des commandes depuis PowerShell. Donc là on voit en plus il y a du MSBuild qui a été utilisé encore une fois. Donc là je vais être capable d'aller investiguer. Et donc si on prend ici la partie d'investigation, on voit l'infection initiale, on voit un petit peu toute la suite des événements. Ce que je vais faire autre chose en termes d'investigation. Ici sur mon filtre, je vais faire un clear. Hop. On n'a pas eu 50. Je vais faire une recherche spécifiquement sur PowerShell. On va aller regarder ce qui s'est passé. Hop. Donc là, on détecte PowerShell. On voit ici donc encore une fois sur les suspicions et les preuves. Ici une preuve de spear phishing qui a eu lieu. Un ransomware qui est présent ici. Et ici, en fait, je vais avoir toute la ligne de commande qui a été passée en PowerShell. Donc avec ici le téléchargement de prware.ps1 qui va me permettre d'avoir l'information.
Une des capacités de Cybereason qui est assez intéressante, c'est justement cette capacité de manipuler de la donnée. En fait, on va collecter 400 points de données sur les postes de travail. Donc c'est assez massif. Et en fait, on va avoir une capacité d'investigation qui est très poussée et très graphique. Donc je vais vous donner un exemple très simple. Si je veux rechercher sur tout mon parc des machines qui ont des process, qui se connectent sur des adresses IP distantes. Si je fais un get result, j'ai tout de suite l'information. On voit ici qu'il y en a, j'ai que 3 machines, donc ça va relativement vite. Je peux vous faire un exemple avec beaucoup plus de machines, beaucoup plus de connexions. La rapidité est aussi sympa. Ici, j'ai des capacités de filtrage. Donc au lieu de filtrer tous mes process, filtrer uniquement ceux sur lesquels j'ai des suspicions. Et du coup, là, j'ai un nombre d'adresses qui va être très restreinte. Et ensuite, sur ces adresses-là, je suis capable de les exporter, d'utiliser donc la partie Threat Intel. Donc ici, si je prends une adresse, je la prends au hasard, mais ici, celle-là n'a pas de réputation. Et j'ai pas de custom réputation, donc j'ai pas mon serveur de Threat Intel privé qui me le donne. Mais on pourrait l'avoir. Et ici, j'ai des infos de localisation sur cette adresse IP et tout un tas d'informations assez essentielles. Si je reviens sur la vue des machines, j'ai mes différentes machines ici qui sont présentes. Je vais prendre l'exemple de la machine de Robert qui a été un petit peu malmenée ce matin. Ici, j'ai des capacités pour voir ses points de montage, donc son disque dur, la capacité d'aller browser son disque, donc aller sur le disque C et aller chercher des sources, rechercher un payload malicieux potentiellement. Je vais également avoir ici tous les utilisateurs qui sont déjà connectés sur cette machine. Donc on va voir qu'on a l'administrateur, qu'on a Robert qui sont connectés. On a également donc, les services, les process, les entrées de registre, les login sessions, donc qui s'est connecté sur la machine. Donc on voit ici qu'il y a eu différents unknowns qui se sont connectés sur une machine. Et on a également des données un petit peu, alors on ne fait pas de gestion de parc, on n'est pas un outil de gestion de parc, mais on va être capable de vous fournir l'espace disque utilisé, la RAM qui sont présentes. Donc c'est pour vous montrer la quantité de données qui est collectée par Cybereason. Et pour vous la montrer encore un petit peu plus, je vais retourner dans l'écran d'investigation. Et ici, pour vous montrer, donc j'ai des connexions réseau. On n'a pas besoin de s'interfacer directement avec une solution de type firewall pour collecter ça. C'est collecté directement au niveau de l'agent. Il y a des capacités de DPIs qui font qu'on connecte les événements réseau, les queries DNS. Et donc, on est capable de détecter tout ça. Donc, la partie DNS, je viens d'en parler. On est également capable de partir d'une adresse IP, d'une adresse email, la partie machine, si j'ai eu donc une opération malicieuse, les points de montage, des interfaces réseau, et encore une fois tout ça de manière très graphique puisque les propositions sont faites assez rapidement. Donc voilà, j'en ai fini pour cette présentation, cette démo d'une cyberattaque et sur la partie donc Cybereason qui était associée à ça. On a encore 3 minutes, donc s'il y a quelques questions, je peux les prendre rapidement. S'il y a des questions, je peux passer le micro. Bonjour. En termes de dimensionnement sur l'historique, sur combien de jours en arrière on peut stocker des informations et pour quelle taille de parc? C'est une très bonne question. En fait, la solution a été dimensionnée pour collecter massivement. L'idée, c'est pas de restreindre ça à quelques heures. On a différents buckets, en fait, donc différentes capacités de stockage suivant le type d'information. Donc une alerte et tout ce qui est associé, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, les process qui sont associés, les différentes machines, toutes les informations de télémétrie, c'est gardé 1 an sur la console. Ce qu'on va appeler de la donnée statique, donc c'est globalement tout ce qu'on voit ici sur la partie, c'est une grosse partie de ce qu'on voit dans l'investigation, c'est gardé 3 mois. Et la donnée vraiment brute au sens Cybereason, donc encore une fois on collecte 400 points de données, il y a des choses qui sont un peu plus insignifiantes, ça va varier suivant les clients. En général c'est une bonne semaine qui va être gardée en pure télémétrie. Je dirais c'est de la télémétrie pas sans intérêt mais qui a un intérêt beaucoup plus limité. Alors que quand on a une suspicion qui est associée, là on a les 3 mois. Par contre, si on veut garder ça sur une durée beaucoup plus longue, volontairement, on a des packages de rétention qui vont de 30 jours à 1 an, voire plus, qui vont permettre d'étendre vraiment ce stockage. Y a-t-il d'autres questions? On a la place pour 1 ou 2 questions encore. Levez la main si vous souhaitez intervenir. Pas d'autres questions? Ça veut dire que j'ai été assez clair.